C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai Ne pas. montrez pas du doigt avec Non, cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême Les droite. envahisseurs. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne La Démocratie part en live. C'est notre troisième émission. Elle est entièrement dédiée cette fois-ci aux sondages et à leur impact sur la campagne. On est à quelques encablures, quelques jours, quelques minutes du premier tour. Et pour discuter de ça avec nous, on a Tatiana de Tous Élus, nous avons Adélaïde de DVA Opinion et nous avons Frédéric d'Opinion. Je sens mieux que je ne l'ai jamais senti battre dans cette campagne le cœur de la France et mon cœur bat avec ce cœur qui certains bat. même trop présents dans cette campagne. En tout cas, on ne peut pas vraiment dire que les sondages sont complètement absents de cette campagne. Et on va essayer d'en débattre avec vous sur les tenants et aboutissants, et puis aussi quand même les surprises qui peuvent être réservées, et à quel point on a encore
les perspectives pour ce qui va se passer ce dimanche. Mais avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même quelques petites questions pour vous. Et j'ai pris notamment des commentaires des candidats sur votre très beau métier. C'est tout à la fois. Vous demandez qui est tous les Français. Et on va voir si vous avez à peu près, vous allez pouvoir nous répondre. Ça suppose qu'on y prête attention alors. Ça suppose que vous y prêtiez attention tout à fait, ou qu'il y ait une petite revue de presse qui était faite ce matin, ou en tout cas vous. Mais Tatiana, vous pouvez jouer aussi et on va voir si vous avez un petit indice. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais première intervention, premier commentaire. Archi facile pour vous. Ce sont les Français qui font l'élection et ce ne sont pas les sondages. Pécresse. Aucune idée. C'est Valérie Pécresse. Hier, exactement. Le meeting, de tout début du meeting ou toute fin, elle a fait 2 allusions au sondage. Pour encadrer le discours. Oui, exactement. Deuxième contribution, c'est vous qui allez jouer, Adélaïde. Ensemble, nous pouvons faire mentir les sondages et leurs commentateurs zélés qui méprisent le débat démocratique. Anne Hidalgo. Tout à fait. Bien joué. Pour vous, Tatiana, un peu plus dur, un peu plus radical. Vous qui me lisez, avez-vous été sondé ? Point d'interrogation. Non, 90% d'entre vous répondront non, car il est impossible d'interroger ceux qui ne font pas partie de ces panélistes, ceux qui se méfient des sondages, ceux qui les détestent carrément. Ceux-là sont innombrables et ils feront l'élection. Je dirais Zemmour. Mais... C'est Éric Zemmour. Ah oui. Tout le monde gagne ce soir, c'est magnifique. Et on a une dernière intervention, je ne sais même pas si elle est tout à fait vraie, parce que je l'ai retrouvée dans des tweets qui recitaient des articles de presse, mais un candidat dit « Depuis qu'il s'occupe de moi, je baisse dans les sondages ». Depuis qu'il s'occupe de moi. Jean Lassalle ou... Non. Non. Non, mais ça doit être quelqu'un à gauche. Qui est-ce qui baisse Qu'est-ce qui baisserait depuis pas très longtemps? Je vais tuer le suspense. C'est a priori Emmanuel Macron cité dans le Canard enchaîné. Ah, d'accord. Si c'est une source fiable. Le début de la phrase est bizarre. Depuis qu'il s'occupe de moi. Les depuis qu'il médias. s'occupe de moi, je baisse dans les sondages. Les médias. Les médias, les sondeurs, vous savez, tout ça, c'est pareil. C'est le même groupe, tout ça. Et une dernière question qui a été un sondage qui est paru très récemment, je crois publié par vos confrères. Est-ce que vous savez quel est le candidat préféré des Français pour passer un moment autour d'un barbecue? Oui, Jean Lassalle. Oui, certainement. Ouais. Jean Lassalle, effectivement, pour un sondage qui a été fait par l'IFOP, qui a été commandé par camping.com pour pouvoir donner... Et évidemment, il y a eu un torrent de commentaires sur ce sujet-là. En tout cas, on va revenir là-dessus, puisque quand on a posé, nous, à notre communauté sur Purpose, donc des gens dont vous pouvez supposer qu'ils sont un peu investis et engagés politiquement, ou en tout cas que le sujet intéresse, quand on leur dit « Est-ce que vrai ou faux, les sondages ont parlé, les élections sont-elles déjà pliées à 15 jours des élections ?» Leur réponse a été « Absolument pas ». On est 87% à penser que les jeux ne sont pas pliés et qu'il peut encore y avoir des surprises. Avec beaucoup d'arguments, on aura l'occasion d'y revenir. Mais vous, si on peut commencer avec vous, si vous l'autorisez, Adélaïde. En vrai, on dit toujours, j'imagine, vous allez nous dire, il faut rester absolument prudent, on ne peut pas prédire. Mais là, quand même, à 6 jours et avec autant d'écart, les élections sont-elles pliées ? Alors, autant d'écart. Il y a plusieurs éléments de réponse. Je ne vais pas faire de langue de bois, mais je rejoins quand même vos participants. Et pour une simple question de respect démocratique, je considère qu'effectivement, l'élection elle est dans 6 jours. Ce sont les électeurs qui vont parler. Et enjamber le scrutin, ce serait irrespectueux de la démocratie et des électeurs. C'est le premier point, mais qui peut faire un petit peu langue de bois. Le deuxième point, c'est sur, vous appelez des écarts si grands. Alors, c'est vrai que historiquement, je pense que Frédéric pourra compléter, notamment sur les 3 derniers scrutins à 15 jours, 10 jours du premier tour, les sondages ne se sont pas trompés, que ce soit dans le nombre dans les 4-5 premiers candidats, ni dans l'ordre d'arrivée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à la fois Emmanuel Macron qui, alors certes est en baisse, mais qui est quand même assez largement en tête des intentions de vote, Marine Le Pen qui est sur une dynamique ascendante, mais avec encore un écart selon les instituts de 5-6 points. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a du mal à voir comment la tendance va totalement s'inverser. Après, on voit quand même aussi qu'on a des courbes qui convergent. Donc une dynamique peut s'accélérer, peut s'accentuer, surtout dans une campagne qui a été quand même, à mon sens, extrêmement atypique, parce que atone, parce que passé un petit peu sous les radars pour plein de raisons, pour y revenir. Et du coup, moi, ce que je me disais depuis 15 jours, 3 semaines, c'est que peut-être il va y avoir une espèce d'accélération du temps, que cette campagne qui n'a pas été une campagne, à mon sens, pendant de longs mois, elle peut s'accélérer et jouer. Avec des renversements? Des renversements. On peut avoir des renversements en 5 jours?
Ça me paraît compliqué, en toute honnêteté, mais on n'est pas à l'abri d'un... Pour l'instant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne sont pas dans ce qu'on appelle les marges d'erreur, mais si elle gagne 2 points, qu'il en perd encore 2, c'est pas complètement exclu qu'on ait une surprise sur l'ordre. Je vois Frédéric qui... Moi, je pense que, effectivement, les courbes sont en train de converger. Une semaine, c'est quand même long. En 2017, il y a 15% des électeurs qui se sont décidés le jour du scrutin. Ça, ce sont des facteurs qui peuvent bouleverser l'ordre d'arrivée. On a vu dans le passé, il y a une vingtaine d'années, un scrutin qui a été fait l'objet d'une surprise traumatique. Donc ça a déjà eu lieu. Ça a eu lieu à l'étranger il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a Trump, le Brexit. Ça a eu lieu aussi en France au moment des élections régionales, d'une certaine manière. Pour des raisons qu'on a bien identifiées. Donc voilà, il y a encore une campagne électorale, elle a débuté effectivement de manière très tardive, il peut encore se passer beaucoup de choses cette semaine, et voilà, on va voir comment tout ça évolue jusqu'à dimanche. Et juste pour compléter le chiffre que donnait Frédéric sur la prise de décision en 2017, dans nos enquêtes, et je pense qu'on est à peu près convergents, sur notre dernière mesure qui date d'il y a 2 jours, la proportion d'électeurs parmi ceux qui nous disent « je suis sûr d'aller voter, je vais aller voter », la proportion d'électeurs qui n'a pas encore fait son choix ou pas encore changé d'avis, elle est de plus d'un tiers, 35%. Donc effectivement, il y a encore une volatilité extrême à laquelle s'ajoute une volatilité sur est-ce que je vais aller voter ou pas qui vient accroître la difficulté. Et je pense que c'est un des premiers scrutins où on a autant de mal à appréhender la participation. Donc il y a beaucoup d'inconnus et je pense qu'on peut dire effectivement, sans être juste dans la prudence, que oui, en une semaine, il peut se passer encore pas mal de choses. Alors ces indécis ou ces potentiels absents du scrutin, c'est presque votre spécialité, ou en tout cas vous, chez Tous élus, Tous inscrits, vous vous intéressez plus particulièrement à toutes ces personnes qui sont soit en refus complet de la politique, soit pour certains qui ont besoin d'un petit coup de pouce, parfois technique, parfois aussi politique, pour pouvoir se mobiliser. Vous, quel est votre regard sur la campagne et puis aussi sur ce qu'on annonce comme un taux d'abstention majeur? Est-ce que c'est confirmé par votre contact au quotidien avec tous ces publics? Est-ce que vous pouvez aussi en profiter pour vous présenter Tous élus et Tous inscrits? Volontiers. Tous élus, c'est une association qui a été créée en 2018 à la suite des élections législatives de 2017 où il y avait eu énormément d'abstention. Et en fait, on a beaucoup critiqué aussi l'abstention chez les jeunes. Donc on s'est dit, mais tiens, c'est vrai, en fait, pourquoi les jeunes s'éloignent du vote au fur et à mesure? Donc il y a eu, on a plongé le nez dans plein d'études, on a remarqué qu'en fait il y avait aussi des questions de représentativité de la jeunesse, une classe politique qui se renouvelle très peu, on s'identifie plus trop en fait aux élus qui sont censés justement nous parler et diriger le pays aussi pour nous, qui allons habiter ici encore longtemps. Donc on a fondé Tous élus, qui est une association qui vise à sensibiliser à l'engagement politique, à désacraliser aussi la question politique parce que c'est très tabou. Et surtout, on forme aussi des citoyens à prendre eux-mêmes les rênes de cette démocratie qu'on a envie de réinventer, de revitaliser. Et tout simplement, on essaie de remettre la démocratie à sa juste place, donc de représentativité, de transparence, de participation et de représentativité de la jeunesse. Donc c'est vrai que là, avec les élections présidentielles, pardon, je me Non, avec les élections présidentielles, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile? Jusque-là, on avait fait pour les municipales et pour les régionales et les départementales, on a formé des citoyens à se présenter eux-mêmes. Donc soit à porter eux-mêmes la liste, soit à rejoindre une liste. Et donc on les a formés à faire campagne. C'est quoi faire campagne? Comment on fait? Et là, on s'est dit, ok, pour les présidentielles, clairement, on ne va pas présenter quelqu'un au présidentiel aujourd'hui. On s'est penché sur le problème de l'abstention parce que justement, on tape toujours sur le même clou des jeunes ne votent pas, les classes populaires ne votent pas et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait surtout un problème de mal-inscription. Et donc nous, ça nous allait très bien parce que c'était un sujet qui était non culpabilisant, parce que c'est pas la faute des gens qui n'ont pas envie d'aller voter, c'est juste qu'ils sont pas inscrits de manière très pratique en bas de chez eux et qu'ils savent pas forcément comment changer leur bureau de vote, que les plateformes sont des labyrinthes administratifs où il faut faire 24 clics avant d'arriver au moment où on peut savoir si oui ou non on est maintenant bien inscrit ou non.
Donc on s'est dit, ok, en fait, il faut simplifier tout ça. On va s'attaquer à quand même ces 7 millions de personnes qui sont mal inscrites, qui sont beaucoup de déménageurs, qui ont déménagé entre 2 élections, qui n'ont pas, c'est pas le premier truc auquel on pense de changer son adresse de bureau de vote. Et du coup, on s'est attaqué à ce problème-là qui est assez innocent. En fait, on passe pour des gens sympas, qui aident juste les gens à mieux s'inscrire. Et donc, on a fait une grande campagne qui s'est appelée Tous inscrits. Et on a réussi, donc avec une grosse coalition de 20 acteurs qui agissent auprès de la jeunesse, auprès des quartiers populaires, pour réussir à faire inscrire un maximum de gens correctement dans le bureau de vote au pied de chez eux. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une part de l'abstention, pour répondre à la question quand même du début. Un des facteurs de l'abstention, c'est cette malinscription. Donc nous, on a choisi ce créneau-là. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi effectivement le désintérêt pour les questions politiques, le fait qu'on se dise en fait ça ne nous concerne pas, on ne nous parle pas. Et donc, comme on constate qu'au fur et à mesure des élections, les jeunes et les classes populaires les plus pauvres votent de moins en moins, ça fait un effet engrenage en fait. Les politiques vont aussi parler de moins en moins à ces personnes-là. Donc elles vont aussi de moins en moins aller voter parce que ce sont de moins en moins concernées. Et c'est ce genre de process qu'on note. Donc ouais, on se doute qu'il va y avoir quand même une abstention, mais en tout cas, nous, on essaie de faire en sorte que ceux qui veulent voter puissent le faire en inscrivant déjà leur bureau de vote en bas de chez eux, quoi. Donc c'est déjà 2,5 millions de personnes qui ont aujourd'hui un bureau de vote en bas de chez eux grâce à toutes ces actions. Donc là, on est trop contents. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Sur la question de l'abstention, forcément, c'est tôt. En lisant la presse, on voyait que c'était annoncé comme une surprise. Finalement, de pouvoir faire, vous, des projections à partir de points d'interrogation et de maîtriser des paramètres incertains, c'est ce que vous faites déjà. J'imagine que globalement, de pouvoir éventuellement identifier l'impact du taux d'abstention sur les résultats, c'est déjà des paramètres que vous intégrez, ou quand vous dites que c'est une inconnue, c'est vraiment des choses, même avec les meilleures technologies, même avec le meilleur retour sur le passé du monde, en vrai, on peut pas savoir et on ne peut pas voter à la place des gens et on ne pourra pas prédire à leur place. C'est le plus gros problème des sondeurs depuis le début des sondages. C'est mesurer l'abstention. Parce que l'abstention, c'est un phénomène, vous l'avez bien dit, qui a des causes multiples. Il y a des causes structurelles, sociologiques. Il y a des causes qui sont conjoncturelles, qui tiennent à l'offre électorale. C'est aussi en partie un mouvement d'humeur. Et ça, c'est très difficile de le mesurer. Il y a de l'indécision, il y a de la volatilité, il y a des prises de décision très tardives qui font que de toute façon, il peut y avoir un phénomène irréductible entre la dernière enquête réalisée techniquement, publiée, et puis le jour du vote. Il y a forcément un espace-temps qu'on ne peut pas, une petite période qu'on ne peut pas réduire. Combien de temps entre le moment où les dernières enquêtes et nous, les dernières publications ? On a le droit de publier jusqu'au vendredi minuit, parce que c'est la fin de la campagne. Mais le samedi, on fait toujours des enquêtes, le dimanche, on fait des enquêtes, et on n'a pas le droit de les publier. Alors ça, c'est un problème démocratique. Autant le dimanche, aux États-Unis, vous avez le droit de publier des sondages quand vous voulez, parce que c'est protégé par le premier amendement, par la liberté de la presse, qui est quand même quelque chose démocratiquement assez solide, quand même, de respecter la liberté d'information. En France, vous n'avez pas le droit de le faire. Le dimanche, on peut le concevoir parce qu'il y a un rituel électoral, il faut respecter, etc. Mais le samedi, pourquoi ? Au moment où les citoyens ont le plus besoin d'avoir une information, l'information essentielle sur le scrutin, c'est-à-dire l'état des lieux du rapport de force, eh ben on les prive de cette information. Et nous, qui sommes des privilégiés, les médias, les hommes politiques, les clients des instituts de sondage, eux, viennent assister à des petits déjeuners, à des événements de relations publiques. Et donc, on crée un deux poids, deux mesures, on crée une différence entre les citoyens. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de sain. Alors, je comprends pourquoi la loi fait ça, parce qu'elle est calquée sur... cette période d'interdiction est calquée sur la fin de la campagne électorale, mais on pourrait tout à fait imaginer que la campagne électorale aille jusqu'au samedi soir. Et ça, ce serait de nature peut-être à soutenir la participation électorale des citoyens. Ouais, c'est marrant, nous en rebond à ça, on est en train d'avoir un peu les mêmes questions sur qu'est-ce qu'on peut faire en fait jusqu'au moment du vote pour inciter les gens qui hésitent encore à se prononcer, à aller voter. Et on s'inspire aussi des États-Unis pour dire en fait là-bas ils font des grosses fêtes du vote.
pourquoi on ne ferait pas la même chose ici? Et c'est législatif, enfin cette législation. Early voting ou advanced voting, c'est-à-dire vous avez le droit de voter 2-3 semaines avant et pas uniquement pour les militaires, etc. Et vous pouvez voter avant. Aux États-Unis, on ne vote pas le dimanche, comme vous le savez, donc c'est plus compliqué de se mobiliser en semaine. Et puis, il y a aussi, ça rejoint votre sujet, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales le jour J, le jour du scrutin. Nous, c'est quand même limité, il y a un temps avant. Voilà. Alors, ce serait très compliqué pour les sondeurs si cette loi venait en France, mais ça a été changé après l'élection présidentielle de 2000, vous vous souvenez, qui était très... too close to call, très difficile à décider. Et donc, ils ont pris toute une série de mesures législatives pour soutenir la participation électorale. Et d'ailleurs, on voit au cours des dernières années que la participation lors de l'élection présidentielle américaine remonte. Donc, il n'y a pas de fatalité de l'abstention. Alors, on pourrait parler, mais j'imagine que ce sera peut-être le cas tout à l'heure. Par exemple, ils envoient je crois qu'un rappel du jour du vote avec un plan de votre bureau de vote. C'est tout bête, mais une information concrète sur... Il peut y avoir ça, il y a la question du vote électronique. Mais du coup, c'est marrant parce que ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant de démarrer le live, sur est-ce que les sondages influencent ou non le vote. Si on déplore le fait de ne pas pouvoir sortir des sondages le jour J, ou du moins la veille pour éclairer les derniers votants, ça veut dire que oui, ça a une influence. Non, ça veut dire que c'est une information. Une information n'est pas une influence. Dans une campagne électorale, c'est quoi? C'est la confrontation de différentes influences. Tout le monde vise à influencer tout le monde dans une campagne électorale. Oui. Les candidats visent à vous influencer pour que vous votiez pour eux. Les médias, il y a plusieurs tonalités quand même dans les médias, les éditorialistes, etc. Les électeurs qui distribuent, les militants qui distribuent des tracts, les meetings, tous les événements de campagne visent à influencer l'électeur. Le seul acteur qui s'exprime dans le cadre du débat démocratique de façon neutre, non partisane, indépendante, qui teste tous les candidats avec la même grille de lecture, ce sont les sondages. Et pourtant, ce sont eux qui sont accusés d'exercer une influence néfaste. Par ailleurs, il peut y avoir des influences positives. Il peut y avoir des influences positives. Toute influence n'est pas néfaste. Moi, je soutiens l'idée que les sondages, en tout cas les sondages d'intention de vote, peut-être à distinguer des sondages d'opinion, sont une information. Quand ils sont bien faits, évidemment, il peut y avoir des mauvaises informations, mais c'est une information dont il ne faut pas priver le citoyen. Après, c'est un outil parmi d'autres. Parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il a l'avantage, comme le souligne Frédéric, d'être, on va dire, le seul qui repose sur une enquête quantitative, donc qui essaie d'objectiver une réalité, là où vous avez vous voyez sur les réseaux sociaux, des bulles d'influence. Si vous enlevez les sondages, il reste quoi? Il reste le café du commerce, il reste le cercle dans lequel vous vivez. Après, moi, je pense que le problème, et c'est de là que vient la critique majeure, c'est pas tant quel sondage ou ce qu'il fait en termes d'influence que la place qu'on lui confère. Le sondage, quand il est considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire un outil avec ses biais, ses limites, mais qui cherche à objectiver une situation donnée pour éclairer les citoyens sur le rapport de force tel qu'il est globalement et pas seulement dans leur écosystème, dans leur environnement, c'est bien. Là où ça pose problème, c'est quand il devient un événement de campagne, une information, qu'il est monté en épingle. Mais ça, c'est aussi une responsabilité qu'on partage avec les médias. Moi, j'ai tendance à dire toujours que les sondages, dans une campagne électorale, c'est une danse à deux avec les journalistes. Quand en contrepartie, il y a aussi une part de parole des médias qui est distribuée de manière équitable entre les candidats en fonction du score qu'ils font dans les sondages, forcément que les deux s'entraînent aussi. Là, aujourd'hui, on est dans la période où il y a un temps de parole à égalité entre tous les candidats, mais quand avant c'était distribué de manière équitable, c'est forcément influencé par les sondages. Donc forcément, ça va influencer aussi le nombre, le genre d'infos que va entendre vous croyez vraiment que si on enlève les sondages, les journalistes vont vraiment respecter à la lettre et prendre le même temps de parole pour chaque candidat? Ils vont aussi s'appuyer sur ce qu'ils vont voir par ailleurs. Donc par exemple, il y a des équipes de campagne qui sont hyper structurées sur les réseaux sociaux, qui ont un poids majeur parce qu'ils ont des stratégies hyper développées et donc ceux-là sont plus puissants. Et donc peut-être que du coup les journalistes vont se dire, d'après les réseaux sociaux, c'est Zemmour qui est le plus cité, le plus... donc clairement, non, mais j'entends. Encore une fois, je suis pas en train de vous mettre au budget, clairement. Non, mais je comprends tout à fait les limites critiques, mais voilà, c'est un outil qui a au moins comme mérite, comme l'a dit Frédéric, d'être de la neutralité et d'essayer d'objectiver les choses de façon... Comment vous expliquez alors cette critique quand même récurrente des sondages, alors que votre méthodologie
et rigoureuse. Enfin, je reprends les premiers arguments, les sondages se trompent tout le temps. La réalité, c'est que les sondages se trompent pas très souvent, ou en tout cas se sont déjà trompés, mais pas aussi souvent que ça. Alors est-ce que c'est quoi? Parce que finalement tout ça est aussi parfois mis dans les arguments, je les reprends, je sais pas si Nico tu peux les projeter, mais on a le côté aussi relation avec le média et relation avec le politique, et en fait tout ça est dans un grand tout. Comment voilà? Parce que globalement vous êtes structuré, vous pouvez revendiquer une certaine indépendance aussi. Mais une indépendance certaine et un certain nombre de participants, au moins de citoyens, tels qu'ils l'ont exprimé là dans la consultation, manifestement ne vous donnent pas ce crédit. Vous l'expliquez comment, vous, de votre côté, un peu de... Moi, je pense qu'il y a aussi une espèce de... Il y a un rapport très ambigu à la fois entre les sondeurs et les politiques, entre les sondeurs et les journalistes, entre les sondeurs et les citoyens, qui est une espèce d'amour-haine, enfin une espèce de rapport un peu bizarre, qui est nourri par les politiques eux-mêmes. Enfin, si on prend un exemple d'un candidat, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, il va être en début de campagne, il va crier au scandale en expliquant pourquoi les sondages sont bons à mettre à la poubelle, parce qu'ils ne font d'intention de vote sans prendre en compte les abstentionnistes dans l'évaluation des votes. Et puis c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui, en fin de campagne, s'appuie sur les sondages pour dire « je suis le mieux placé à gauche pour faire gagner la gauche, voter utile ». Donc voilà, il y a une espèce d'ambivalence et d'ambiguïté. Je pense que c'est aussi le Tout dépend des résultats que vous sortez. Si jamais oui, évidemment. Les sondages favorables, dans ces cas-là, les sondages sont bons et rigoureux. Et si les sondages ne sont pas à la hauteur des espérances du candidat, ils sont... Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ou de la duplicité. De la duplicité. Non, mais fondamentalement, il y a plusieurs éléments. Alors évidemment, il y a quand même eu des erreurs de prévision qu'il faut rappeler. Voilà. Personne n'est parfait. Je pense surtout que, et encore plus peut-être dans l'époque actuelle, toutes les personnes qui s'expriment dans l'espace public, a fortiori en période électorale ou en campagne électorale, sont suspectes. Suspectes de servir des intérêts cachés, d'avoir un agenda dissimulé. Voilà. Et donc nous sommes aussi, nous, touchés par cet élément. On est d'une certaine manière accusés d'exercice illégitime de la politique. Comme l'ont été les médias quand ils sont apparus quand ils sont apparus en politique, et comme ils le sont encore actuellement. C'est vrai qu'on est associé aux médias, on n'existerait pas, on existerait économiquement, mais pas démocratiquement sans les médias. Et là, il y a un couple d'associés rivaux, parfois, qui est à analyser. Mais je crois que c'est ça. Il y a l'objet d'une suspicion à l'égard de la nature réelle de notre expression dans le domaine politique. Alors il y a toute une série de garde-fous. D'abord, il n'y a pas un seul institut, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine qui font des intentions de vote, c'est beaucoup. On peut comparer la production des uns et des autres, on voit que c'est quand même relativement convergent. Il y a une commission des sondages qui contrôle toute notre production, qui joue une sorte de rôle de garde-fou. Donc le citoyen n'est pas démuni face à l'activité des instituts de sondage. Mais voilà, c'est plusieurs éléments. Je rejoins l'analyse de Frédéric, et après il y a juste un point sur lequel je voulais revenir. Tu as dit, c'est vrai que parfois, on a pu se tromper par le passé dans les prévisions. Et c'est vrai qu'en même temps, alors on a nous aussi une forme d'ambiguïté et d'hypocrisie par rapport à ça, parce qu'on ne cesse de dire pendant une campagne électorale, attention, on ne fait pas des pronostics, on ne fait pas des prévisions, on cherche un sondage, c'est une photographie à un instant T d'un rapport de force, et c'est la dynamique qui importe. Mais c'est vrai que plus on s'approche du scrutin, plus on espère que la photo à l'instant T, elle soit proche du résultat. Mais il n'empêche que je pense que même par rapport à ça, si on reprend le traumatisme de 2002 que tu évoquais tout à l'heure, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès depuis lors, pas tant dans la façon dont on fait nos sondages, même si on en a fait aussi, que dans la façon dont on les communique. Parce que honnêtement, si on avait... Alors après, il y a aussi d'autres facteurs. Je pense qu'à l'époque, on a tous fait un espèce de déni, on avait un biais cognitif qui fait qu'on avait collectivement du mal à concevoir que le Front National puisse être présent au second tour. Mais je pense que le même sondage, dans le contexte actuel, où on est beaucoup plus, et les journalistes ont fait des progrès aussi sur les marges d'erreur. Maintenant, les marges d'erreur, la plupart des instituts les représentent, donc vous voyez vraiment les scores, alors qu'avant, un média, il donnait un chiffre en couperet, et donc il y avait effectivement, c'était Chirac, Jospin, Le Pen, point barre, et il n'y avait pas de question sur attention, les courbes convergent, attention, et on est beaucoup plus prudent aujourd'hui, et globalement, les sondeurs et de plus en plus de journalistes font aussi cet exercice de
de prudence par rapport à ce qu'est un sondage et la nécessité de prendre en compte la dynamique. Exactement. Ça fait partie de cette pédagogie. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup moins de pudeur aujourd'hui à assumer qu'on est d'extrême droite ou à assumer qu'on est communiste que ça pouvait être le cas en 2002. Enfin là, c'est quand même... le débat est quand même complètement éclaté à ce niveau-là. Il y a tout qui est possible d'être dit n'importe où parce qu'il y a eu le phénomène Trump aussi avant. Enfin, c'est complètement décomplexé, donc ça n'a pas du tout le même... Ça, méthodologiquement, ça veut dire que quand vous faites votre enquête auprès des participants sur leurs intentions de vote, vous êtes amené à ne pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent et à effectuer des correctifs, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit qu'il ne vote pas Le Pen, éventuellement vous le corrigez, enfin ça pourrait être pour les candidats, ça c'est que pour les candidats extrêmes, enfin c'est ça les redressements. C'est une méthode assez... Nous sommes obligés de le faire. Nous devons le faire. C'est comme le secret de Coca-Cola, ça c'est... alors non, c'est pas du tout secret. Si vous allez sur le site de la commission des sondages, vous pouvez voir tous les documents qui vous permettent de comprendre les différents redressements qui sont effectués. Et ça aussi, c'est un progrès d'Internet en fait. Parce qu'avant, vous ne voyez... Le citoyen ne voyait que les quelques chiffres qui étaient publiés. Maintenant, il a accès à tout le rapport. Il y a beaucoup plus de pédagogie. La preuve, on peut passer 2 heures pour expliquer notre métier. Donc c'est quand même, c'est quand même un vrai luxe. C'était pas le cas il y a 20 ans. Et il y a beaucoup de pédagogie qui a été faite au cours des dernières années. Alors les redressements, il y a 2 types de redressements. Il y a un redressement pour faire en sorte que l'échantillon soit vraiment la France en miniature, sur les critères socio-démographiques, le sexe, l'âge, la région, etc. Et après, il y a des redressements politiques, parce qu'on sait effectivement que les personnes interrogées nous mentent. C'est-à-dire ne nous disent pas ce qu'elles vont faire, ou ne font pas ce qu'elles nous ont dit, enfin voilà. Et on le sait de façon globale, en les interrogeant sur leur vote lors de l'élection précédente. Et là, on voit des décalages, puisqu'on a les résultats réels du vote, et on a les résultats des déclarations des interviewés, et donc on voit des décalages. Ça nous permet de recaler notre échantillon pour faire en sorte qu'il soit représentatif de la France des élections précédentes. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que Frédéric l'a dit sur les 2 types de redressement. Le premier redressement, il est facile, il y a des données de l'INSEE sur la base du recensement qui disent voilà, les Français, il y a tel pourcentage d'hommes, de femmes, tel pourcentage de jeunes, de moins jeunes, etc. Il n'y a pas de données statistiques sur la sensibilité politique des Français. Donc il faut bien qu'on se batte sur quelque chose pour avoir un échantillon le plus propre possible et le plus représentatif politiquement. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de prendre les élections antérieures. Évidemment, l'élection de référence la plus récente, donc la dernière présidentielle, mais on redresse aussi sur éventuellement les dernières régionales, même si là c'est compliqué parce qu'il y a un taux d'abstention très élevé. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on redresse que les extrêmes ? Non, on redresse tout vote qui serait surestimé ou sous-estimé. Je prends un exemple très concret. Nous, dans nos enquêtes actuellement, et ça rejoint ce que vous disiez il y a un instant, le vote en faveur de Marine Le Pen, il n'est plus du tout tabou. Donc nous, dans nos enquêtes, le vote de Marine Le Pen en 2017, il est hyper bien restitué. Grosso modo, les électeurs le restituent quasiment parfaitement, donc on redresse très peu l'électorat Marine Le Pen. En revanche, il y a toute une partie de l'électorat de François Fillon qui est dans une espèce qui a occulté cet épisode-là, et on a un vote en faveur de François Fillon qui est quand même largement sous-estimé, et donc on redresse, on donne plus de poids à ces électeurs-là parce qu'ils ont tendance à sous-déclarer leur vote. Et donc c'est juste un jeu de remise à niveau des électorats par rapport au score réel, qui est soit du mensonge, soit parfois de l'oubli, je pense, voire du déni. Je pense que pour François Fillon, il y a un phénomène de déni. Ça ne concerne pas que les extrêmes, du coup. Non, ça concerne tous les échantillons. Ouais. Ça concerne tous les échantillons. Il y a des candidats ou des forces politiques qui sont naturellement surdéclarés. C'est le cas, par exemple, des partis de gouvernement, parce qu'il y a une forme de légitimité, donc c'est plus facile de dire qu'on a l'intention de voter pour un parti de gouvernement que pour un parti radical ou pour un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir. C'est le cas des forces écologistes, parce que l'écologie, c'est une option politique qui est plus consensuelle, qui peut aussi être transversale à différents partis. C'est le cas des options centristes, historiquement, parce qu'on est entre les 2 grandes dualités, la gauche, la droite, etc. Puis il y a des forces qui sont sous-déclarées, toutes les forces extrêmes, radicales. Voilà. Et donc au final, tout ça s'équilibre. Donc s'il y a des candidats sous-déclarés, il y a forcément des candidats qui sont surdéclarés. Et on redresse l'échantillon global. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas identifier quel est l'interviewé qui nous ment. On ne le voit que de façon
global, parce que les sondages sont anonymes, encore heureux. Mais donc voilà, c'est une des techniques pour essayer d'avoir des échantillons qui soient le plus représentatifs, le plus proche de la réalité possible. Bon, en fait, moi je me pose une question, c'est que c'est le pourquoi du sondage, parce que on a, vous disiez que c'est pour informer aussi les gens, donc on espère quand même derrière un effet, pas un effet mouton, mais du coup il y a quand même le fait de dire regardez ce que vont faire les autres et décidez-vous par rapport à ça. Donc forcément, moi d'ailleurs, je me pose la question du libre arbitre. Comment je vote en toute conscience pour quelqu'un, alors que je sais très bien qu'il n'a aucune chance de gagner. Donc est-ce que vraiment ça va finir par représenter tout ça? Donc ça rejoint un peu la question que vous avez mis en ligne avant qu'on se voit. C'était est-ce que c'est plié d'avance? En fait, si on écoute tout ça, on a l'impression que ça s'est joué sans avoir besoin d'élection. Donc forcément, les gens n'ont pas envie de s'engager derrière parce qu'on a l'impression que c'est déjà plié sans même qu'on ait à aller voter. Donc tu vois, c'est un peu tout ce truc-là où il y a de plus en plus de sondages. En même temps, il y a de moins en moins d'intentions de vote. Donc les deux ne sont pas du tout corrélés. Ça n'incite finalement pas les gens à aller voter. Donc c'est pour ça, moi, je me pose la question alors après, la science politique a étudié la question des effets que tu évoques, et alors sans pouvoir le quantifier, il y a deux types d'effets qui ont été mis en avant, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais en gros il y a l'effet de je vote justement pour le gagnant, l'effet mouton, je fais comme tout le monde, et il y a à contrario l'effet inverse de je vote pour les petits candidats qui ont besoin de voix. Donc c'est compliqué d'évaluer l'effet d'un sondage. Et oui, il est possible qu'il y ait de plus en plus d'électeurs stratèges qui en tiennent compte. Et du coup, ça devient aussi des votes contre plutôt que des votes pour. On vote des fois pour faire barrage plutôt que de. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup quand même en 2017. Mais ça fait partie des comportements électoraux, ça c'est indéniable. Mais du coup, c'est aussi des modèles à remettre en cause. Si on essaye un peu d'objectiver les choses. Le vote de conviction, c'est 3/4 des électeurs qui disent je vais voter pour... 3/4 des votants, du coup. 3/4 des votants. 3/4 des votants qui ont une intention de vote aujourd'hui, qui disent le choix que je vais faire est dirigé vers le candidat que je préfère idéologiquement. D'accord ? Donc vous avez un quart de vote utile. C'est-à-dire je ne vote pas pour le candidat qui est mon candidat préféré, mais pour un candidat de deuxième choix, parce que je veux créer des effets globaux. Donc ça existe, c'est un comportement qu'on connaît bien. On l'a vu dans le passé, on l'a vu en 2007. Il y a toute une série d'électeurs de gauche qui ont voté pour Ségolène Royal pour éviter un 21 avril bis, alors qu'elle n'était pas leur candidate. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on rejoint ce que je disais précédemment. Le sondage, c'est une information. La façon dont les citoyens intègrent cette information dans l'élaboration de leurs décisions électorales, ça relève du libre arbitre. C'est la décision personnelle de chacun. C'est la décision personnelle de chacun. Libre à chacun de dire je ne crois pas au sondage. De dire je veux suivre celui qui est en tête dans les sondages parce que je veux être du côté de la victoire. De dire je m'en fiche complètement, je vais faire un vote utile ou je vais faire un vote de conviction. Enfin, si on considère que l'électeur est un petit être influençable, dans ce cas-là, bien sûr que oui, il ne faut pas lui donner le droit de vote dans ce cas-là. Je suis désolé, mais je pousse votre argument à son terme, il est antidémocratique. Non. Mais si, bien sûr que si. Si vous considérez au contraire que l'électeur sait faire preuve de discernement et qu'on lui donne une information qui ne va pas la recevoir de façon totalement, je veux dire, à 100% comme... vous voyez, comme quelqu'un de totalement influençable ou comme un être grégaire. Vous parliez de comportement moutonnier tout à l'heure. C'est assez méprisant pour les électeurs qui peuvent décider eux-mêmes en leur libre conscience. Sinon, il n'y aurait pas de campagne électorale si on était capable de libre. Donc vous me rejoignez, j'en suis très heureux. Mais là où je rejoins Tatiana, je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas les sondages qui sont la cause de tout ça. C'est le symptôme de quelque chose. Bien sûr. Si les gens votent moins en fonction de leur idéologie et plutôt que plutôt qu'effectivement ce serait plutôt qu'un vote complètement inspirationnel, c'est aussi parce qu'aujourd'hui il y a aussi, je pense, un vide idéologique et qu'il y a moins de candidats qui sont capables d'emmener. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde ce qui se passe à gauche, où on voit dans nos enquêtes, je reviendrai après sur la question de l'abstention parce qu'on n'en a pas assez parlé. Si on voit dans les enquêtes, on voit effectivement que là où il y a le plus d'hésitants, notamment, c'est au sein de la gauche, et notamment chez les électeurs qui aujourd'hui projettent une intention de vote
pour Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel, et on sent une hésitation, et du coup se pose la question de est-ce que je vote pour Mélenchon, vote utile, etc. Mais si, je pense que c'est aussi la conséquence d'une je vais pas dire d'une déshérence, c'est un peu fort, mais on a senti que c'est des candidats qui n'avaient pas été emmenés dans la campagne dès le départ, et ça, c'est pas de la faute des sondages. Donc la résultante de tout ça, on en est là aujourd'hui, et peut-être que du coup certains électeurs vont faire un vote en fonction de, notamment des sondages, mais pas seulement, c'est un élément parmi d'autres, mais je ne nie pas qu'on puisse faire un vote en fonction des sondages, mais à mon avis c'est parce qu'il y a un vide idéologique qui est comblé par d'autres choses. Et ça, on peut le déplorer, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ce qui est derrière tout ça, ce qui est la cause de tout ça. Mais, vous parliez de l'influence des sondages sur justement cette partie de la population sans cesse croissante qui est en rupture complète, qui pense déjà que de base, je crois, j'ai même vu un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai, 30% de la population qui pense que les élections sont truquées. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc pardon, pas de source à citer, c'est la base. Mais en tout cas, autant peut-être le vote de conviction pour des gens qui ont des convictions et qui votent et qui savent que de toute façon ils vont voter, mais l'influence des sondages auprès de toute cette partie de la population qui pense déjà que la politique ne sert à rien, que c'est arrangé. Et la preuve, regardez, ça sert encore plus à rien de voter. Puisque c'est déjà fait. Est-ce que ce discours-là, c'était ça aussi, Tatiana, et est-ce que vous le voyez croître ? Oui, c'est ça. En fait, on constate aussi que quand l'abstention grimpe, ça alimente aussi l'inégalité de participation aux élections. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui vont aller voter, et quand il y a du décrochage dans les abstentions, c'est toujours dans les mêmes classes de population que ça se passe. Donc finalement, ça accroît aussi les inégalités de participation, donc l'abstention grandit, mais toujours dans la même catégorie de personnes. Donc bien sûr que quand on fait face à des sondages comme ça, qu'en plus il y a de la défiance qui augmente, comme je le disais tout à l'heure, un manque de représentativité des élus, le fait qu'on voit que malgré la mobilisation citoyenne et l'intérêt des populations pour des questions d'écologie, on en parlait tout à l'heure, de pouvoir d'achat, finalement on met toujours les questions sécuritaires en premier parce qu'on voit que finalement c'est ça qui intéresse aussi, mais c'est pas du tout le sujet majeur, mais comme de toute façon c'est pas eux qui votent, on n'en parle pas et on laisse un peu ça de côté. Donc il y a aussi tout cet effet un peu boule de neige qui fait qu'on parle de moins en moins aussi à ces gens qui hésitent déjà à voter, qui se méfient déjà de ce genre de messe électorale, et donc ça creuse tout, quoi. Question pour vous aussi, l'écart entre... je ne veux pas perdre ma question avant que vous puissiez répondre sur cette question, mais l'écart entre les thèmes de campagne et les préoccupations des Français. Mais j'allais justement y venir, j'allais dire, et justement, je pense que c'est un des facteurs qui a pu expliquer le faible intérêt pour la campagne. En tout cas, on a mesuré dans nos enquêtes un intérêt plus faible que par le passé. Ça l'explique, mais justement, moi, c'est là que j'ai envie de prendre le contre-pied de ce que vous dites, c'est que dans les enquêtes d'opinion, on a dit et redit depuis maintenant, avant l'été 2021 et cet été, attention, on parle, et notamment à toute la séquence qui a suivi l'entrée en campagne de Zemmour et ensuite toute la campagne pour le congrès LR en vue de la désignation du candidat. La focale a été mise sur les thématiques sécurité, immigration, identité, et nous on n'a pas arrêté de dire en faisant des enquêtes d'opinion, que ce soit en Quanti, en Quali, attention, il y a d'autres sujets. Le pouvoir d'achat, on dit depuis le mois d'août que c'est un sujet qui monte. Alors maintenant il est très très présent, mais il n'a pas été au début de la campagne. Et donc justement, les enquêtes d'opinion permettent aussi de dire attention, vous vous trompez, vous parlez à une partie de l'électorat, mais ce n'est pas ce qui intéresse soit tous les Français, soit l'ensemble des Français, soit... c'est clair, là pendant 2 ans on n'a pas arrêté de nous parler de la santé et finalement c'est complètement absent des débats. Mais c'est la prive. Nous, dans ce qu'on suit, comme on a une question sur quels sont les sujets qui vont compter dans votre vote, on a depuis des mois maintenant à égalité santé, pouvoir d'achat. Et je suis d'accord avec vous, on ne parle pas de la santé. Enfin, en tout cas, elle a du mal à émerger. Donc c'est pour ça que là je vous rejoins carrément sur le fait que c'est pas du tout les sondages qui font la fin de la soupe politique. C'est juste que ça va aussi avec la question de l'indépendance des médias, avec comment les médias font aussi leur part du boulot dans cette information sur la campagne. Et comme j'ai l'impression qu'à chaque fois, donc ça c'est une opinion perso pour le coup, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on entend des candidats répondre à des questions sur
sur des chaînes publiques, sur des chaînes privées. C'est toujours sur du sujet brûlant, sur comment vous réagissez à Bidule qui a dit ça sur vous, qu'est-ce que vous pensez de la couleur du chapeau de machin. Enfin, c'est jamais sur du fond, sur qu'est-ce qui intéresse en fait les gens. Et c'est toujours de la réaction à chaud. Sur les petites phrases plutôt que les grandes idées. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est pas ça qui va faire qu'on va pouvoir parler de planification, de santé, d'écologie, de projets long terme. Et donc, c'est finalement à qui aura la meilleure punchline. Et ça, c'est aussi à déplorer, pour le coup, plus du côté des médias que du côté des sondages, etc. quoi. Mais ça fait partie toujours, pour moi, de la défiance qu'on a envers les questions du vote. Quand on fait des actions dans la rue, nous, on se rend compte que parfois, pour le sujet de l'inscription, de la mal-inscription, on allait voir les gens en leur demandant s'ils étaient inscrits dans le bureau de vote qui était en bas de leur adresse actuelle. Et ils disaient « de toute façon, je m'en fous, je vote pas ». Et donc là, ça nous permettait aussi de la porte d'entrée de cette discussion-là. Et là, c'est là qu'on voit aussi la défiance. De toute façon, ça se joue sans nous, c'est déjà fait, j'y crois pas, ça sert à rien. Enfin, donc l'écart continue de se creuser parce qu'il y a aussi une part des discours que les gens ont de dire de toute façon, c'est pas à moi qu'on s'adresse, cette politique-là, elle n'est pas pour moi. Oui. Comment faire mon choix là-dessus? On peut que dire ok, dans ce cas, en effet, c'est aussi ton choix de... Non, mais ça, effectivement, c'est le plus grand levier de l'abstention. On travaille beaucoup dessus. Et ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est ce que j'appelle le sentiment d'inutilité du vote. Que ce soit ça sert à rien, mon vote ne compte pas, ou ça change rien à mon quotidien, ou éventuellement ce qui vient s'ajouter là. Et c'est vrai que peut-être que les sondages ont un rôle à jouer. Le côté les jeux sont déjà faits. Mais ce sentiment d'inutilité fait qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas, qui se sentent éloignés des urnes, qui s'en tiennent éloignés. Mais malheureusement, je crois que la réponse, elle est plus globale que ça, et c'est pas là pour le coup, c'est pas une sorte de sondage. Est-ce que c'est plus dur d'obtenir des réponses de la part des sondés sur la politique? Vous les questionnez encore, ils vous disent oh non, c'est plus mon histoire, ou ça a toujours été? Non, pas vraiment, mais justement, ce phénomène-là, il a été d'abord documenté par les sondages. Toutes les études que nous faisons depuis plusieurs années, ce sont elles qui ont révélé ce fossé croissant. Il y a d'autres phénomènes, il y a la montée de l'abstention, du cycle abstentionniste, mais quand même pour essayer de bien le comprendre en profondeur, c'est quand même les sondages, les grandes enquêtes, quali-quanti, qui ont mis au jour ce phénomène et l'amplification de ce phénomène, la perte d'utilité du vote, un phénomène de prise de distance par rapport à la politique et par rapport à la démocratie d'une manière générale. Donc tout ça, ça a été montré par les sondages. Moi, je voudrais soutenir le fait que les sondages aident la socialisation politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas, au contraire, un obstacle ou jouent pas un rôle bloquant pour la socialisation politique. Pourquoi ? Parce que vous représentez sous une forme très simple, des pourcentages, des graphiques, une réalité, qui est la réalité politique, qui peut être très complexe et même rébarbative pour toute une partie de la population. C'est un jargon, c'est un monde obscur, c'est un monde en plus qui peut donner une apparence de cynisme, très négative, etc. Les sondages reprennent des formes qui sont des formes très médiatiques, des formes sportives par exemple, de compétition sportive, et donc peuvent faire venir vers la politique des citoyens qui ont peur ou qui se tiennent à distance ou qui sont inquiets de cette sphère politique. Ça a été assez bien montré. Il n'y a pas que, c'est ce qu'on appelle un effet catalyseur qui permet d'augmenter l'attention des citoyens en période électorale pour la compétition politique. Et de ce point de vue-là, les sondages jouent un rôle démocratique positif. Et ils sont capables de le faire sur autre chose que la compétition entre candidats, ces mêmes codes, cette même pédagogie des sujets, cette même... En tout cas, ça fait venir vers le débat électoral des citoyens qui ne s'y intéressaient pas, qui, en voyant les résultats, se disent pourquoi est-ce qu'un tel est devant tel autre, et peuvent être incités à aller chercher de l'information électorale, à s'informer, à suivre des débats, et donc, in fine, à aller voter. Et question aussi pour vous, question à 10 000 $, qu'est-ce qui fait changer les gens d'avis, ou en tout cas, quelle est la... Je ne sais pas si ça a aussi été documenté, mais quelle est la répartition des gens qui peuvent démarrer avec un vote affirmé et changer d'avis en cours de route. Enfin, vous disiez 3/4 des gens qui ont un vote de conviction, ça ne veut pas forcément dire qu'il est résolument arrêté sur un candidat
au démarrage. Et je repense aussi à ce que vous disiez au tout début de l'émission sur le facteur 15% des gens qui ne savent pas encore pour qui va voter. Ça, c'est une volatilité de l'opinion, pareil, qui est une constante année après année, où ça va avec l'idée qu'on change d'avis très vite, qu'on est soumis à influence, que... Les chiffres qu'on mesure, nous, ils sont strictement identiques du point de vue de la volatilité à ceux qu'on mesurait à chaque échéance, en 2017, à la même période à chaque fois. Donc ça n'a pas bougé depuis 2017. En revanche, ça a bougé par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans, quand on avait ce qu'on appelait des déterminants du vote, qui étaient beaucoup plus structurels, qui étaient des déterminants. On votait en fonction de son appartenance socio-professionnelle, sa culture, parfois sa religion, son milieu. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Vous avez une individuation des choix, mais qu'on retrouve sur plein d'autres domaines que la politique. Même si on reprend le dernier ouvrage de Pierre Rodon-Vallon, une lecture de vos choix de vie au regard de ce que vous vivez dans votre quotidien, des épreuves de votre vie. Et donc il y a ça comme facteur qui vient s'ajouter à le fait qu'on soit soumis à une masse d'informations beaucoup plus à la fois volumineuse et en même temps beaucoup plus qui a une durée de vie très faible. Donc ça crée une volatilité plus grande et puis des votes qui sont aussi plus fonction des émotions. Donc c'est un phénomène qui s'est accentué, je dirais, par rapport à des dizaines d'années, mais en revanche pas depuis ces 5 dernières années. Et par rapport à ça, cette individualisation du vote, est-ce que ça change quelque chose dans la capacité à faire les redressements, notamment les premiers redressements que vous évoquiez, plutôt CSP, âge, etc. Ça veut dire qu'il y a moins de constantes, il n'y a pas de vote des jeunes, il n'y a pas de vote des hommes versus le vote des femmes. Ça veut moins dire quelque chose. Le vote des médecins, même, ça ne veut plus rien dire. Si, bien sûr, ça continue d'être structurant, évidemment. On le voit bien, quand on regarde les électorats, il y a quand même des différences assez fortes. On voit bien que sur certains enjeux aussi, on n'a pas du tout les mêmes hiérarchies sur le métier, sur l'âge, sur le métier, sur le sexe, sur les régions, sur toute une série, sur les grands clivages ou les grands critères sociologiques. On voit toujours des différences ou des permanences, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'était basé aussi sur cette campagne-là contre la mal-inscription, parce qu'on voyait que ça touchait aussi beaucoup des étudiants, des déménageurs. 15% des 18-24 ans non inscrits versus 7% de la population française. Ouais, c'est ça. Donc c'est énorme et on connaît très bien cette sociologie aujourd'hui. Donc si derrière, avec toutes les études qui sont faites depuis des années, on n'arrive toujours pas à les faire voter, c'est qu'il y a aussi autre chose à remettre en question. Le fait que c'est toujours les mêmes candidats qu'on voit aux élections, il n'y a aucune nouveauté. On a failli avoir un truc hyper nouveau avec Sandrine Rousseau, par exemple, du côté des écologistes. Il y avait la primaire populaire qui a failli aussi, avec un nouveau processus, sortir un candidat ou une candidate. Donc on a même failli avoir une jeune femme qui se présenterait aux élections parce qu'elle était parmi les candidats de la primaire populaire. Donc on a failli avoir de la nouveauté et finalement non, on retourne à un business as usual avec les mêmes. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus s'étonner. Oui, bien sûr, Zemmour. Okay. Zemmour, c'est complètement différent. Ouais, mais ça reproduit la surprise déjà de 2017. Et c'est encore un vieil homme blanc qui sort encore d'un truc... qui est soutenu par les mêmes personnes qui continuent de voter, qui ont déjà la messe électorale hyper intégrée. Il y a toute la mobilisation des jeunes et des classes populaires moyennes ne sont pas du tout mobilisées. Il n'y a rien qui est fait pour eux. Donc, mais aucun des partis n'arrive à les toucher. Non, mais c'est ça, mais parce que justement, c'est toujours les mêmes recettes. C'est pour ça que les gens se sentent déjà pas intégrés non plus. C'est toujours les mêmes qui se présentent depuis 15 ans. Donc comment les nouveaux électeurs peuvent réussir à s'identifier alors que il y a rien de frais. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un phénomène d'identification vraiment à son élu. Il y a quand même une fille. Non, mais ce qui est vrai, c'est que dans cette élection, d'abord, c'est une élection de réélection. Quand il y a un président sortant, tout de suite, ça crée une ambiance très particulière. C'est pas des élections très enthousiasmantes, généralement. 81, c'est vraiment pas. Merci beaucoup. Merci. Mais les élections, effectivement. 81, c'est vraiment pas sympa. Le point titre Pourquoi la France baille, pour vous dire à tel point le désintérêt total. 88, il ne s'est pas passé grand-chose. 2002, on sait comment ça s'est fini.
2012, c'était quand même très compliqué aussi, très tendu. Bon, là, on est un peu dans cette structuration-là. Par ailleurs, vous avez raison. Sur 12 candidats, il y en a 7 qui étaient présents en 2017 et il y en a 4 qui étaient présents il y a 10 ans. Donc on a quand même une persistance de l'offre électorale avec une difficulté à avoir un renouvellement qu'ont pas d'autres démocraties, démocratie américaine par exemple. Et ça, effectivement, ça éloigne du vote une partie des électeurs, notamment les électeurs les plus jeunes. Ouais, et vous parlez de la primaire populaire, mais est sortie du chapeau une candidate qui, elle, était présente en 2002. Ouais. Et ça, je pense que ça... Non, mais c'est vrai, et je pense que ça n'aide pas... Une des grandes conclusions de cette élection, c'est que les primaires ne fonctionnent pas. Non, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est... Le rôle d'une primaire, c'est on a fait une petite surprise quand même du côté de la droite, avec peut-être la primaire LR. Mais oui, mais une primaire, c'est destiné à clarifier le champ électoral. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Quels que soient les candidats désignés, et c'est destiné à créer une dynamique électorale. Ça n'a pas été le cas. Christiane Taubira n'a pas eu de dynamique électorale, à ma connaissance. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas mesuré. Valérie Pécresse, ce n'était pas une primaire, mais c'était un congrès. Elle a une petite dynamique électorale qu'elle n'a pas su faire prospérer. Voilà. Mais donc ça fait partir trop tôt, une primaire ? Mais je sais pas si c'est très adapté en fait à la vie politique française. C'est un objet d'importation et on voit que la greffe a du mal à prendre. Alors, ça a eu des effets positifs. Pour François Fillon, ça a eu un vrai effet positif. C'est pas la primaire qui l'a fait perdre, ce sont les affaires qui l'ont fait perdre. Mais on voit bien que là, les différents cas que vous avez évoqués, en tant qu'objet politique destiné à créer une dynamique, ça n'a pas été très probant. Oui, c'est vrai. Et puis même, chaque parti avait aussi justement sa petite manière d'élire son candidat. Soit c'était ouvert, soit c'était fermé. Donc c'est vrai que ça ne facilite pas non plus la clarification de comment je peux m'intégrer, comment je peux donner mon avis dans X ou Y parti. J'ai une question pour vous, pour nous occuper sur les 10 dernières minutes avant de rendre l'antenne. Une question pour chacun. Tatiana, du coup, notre prochain débat sera sur la question du vote obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne préempte pas la réponse. À tous ces lieux, on pense que au-delà de mettre d'autres mesures sur la forme du vote, c'est déjà la représentativité de la population qui est à voir. Donc le mode, comment on fait la démocratie, avant de voir les modes de participation. Et si déjà on tentait tout ce qui était possible de faire pour faire en sorte qu'il y ait effectivement moins d'abstention, de faciliter les marges du vote aussi, on en a parlé plus tôt, ce serait déjà peut-être plus enthousiasmant. Après, derrière, sur le vote obligatoire, en soi, je ne pense pas qu'on ait de réponse tranchée là-dessus, mais si jamais on disait que c'était une bonne idée, on serait obligé de prendre en compte le vote blanc derrière, parce que justement, on a le droit aussi de dire rien de ce qui se passe dans l'offre politique ne m'intéresse, je ne me sens représentée dans aucun candidat, donc je vote blanc, mais j'ai voté, j'ai rempli mon obligation. Donc l'un, en tout cas, n'irait pas sans l'autre. En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à des milliers d'années lumière d'imaginer ça en France. Enfin, c'est fou, il y a plein de choses qui se sont passées dans d'autres pays suite à la pandémie pour faciliter le vote, pour faciliter les démarches administratives. En France, on est loin de tout ça. Donc c'est des solutions apportées moins radicales et moins solutions de la dernière chance et moins culpabilisatrices aussi. Je pensais que vous alliez me dire c'est moralisateur, culpabilisateur, ça servira à rien. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, merci de me tendre la perche. Non, mais c'est plus qu'une perche. Ouais, c'est mieux sur un plateau. Non, mais clairement, ouais, c'est vrai que le côté obligatoire, sanctionner le fait que tu n'ailles pas voté, bien sûr que c'est moralisateur. Aujourd'hui, on a envie de rendre ça joyeux, en fait, le vote. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a tous envie de pleurer devant cette élection toute pourrie qui s'annonce. Il n'y a pas de débat, il n'y a que des grands oraux. Il se passe rien d'hyper excitant. Toute la mayonnaise qui aurait pu monter n'est jamais montée. Donc nous, on a envie de mettre un petit peu de vie aussi là-dedans. On va, comme je disais, organiser des grosses fêtes du vote qui seront roses à paillettes partout. On va essayer justement de créer un peu de vie autour de tout ça.
pour donner envie aux gens d'aller voter. Comme ça, ils pourront avoir un super sticker après et ils seront peut-être fiers aussi de dire « ouais, j'ai voté ». Donc plutôt jouer sur les petits nudges un peu sympas qu'on peut faire pour justement encourager les gens à aller voter, rendre ça sympa et dédramatiser tous les jeux qu'il y a autour de tout ça. Derrière, nous, on pense aussi à ce qui va se passer après les présidentielles, parce que c'est vrai que ça catalyse tout l'espace, le faible espace médiatique qui est consacré à la vie politique et fait autour des présidentielles, mais on pense aux législatives. Et on va présenter une vingtaine de candidats aux législatives de 2022. Donc on essaie de jouer sur les deux bords, on rend les élections sympas, le fait d'aller voter, c'est chouette. Et en plus, il y aura des candidats comme toi qui pourront représenter tes idées et donc participer à ce renouvellement aussi démocratique qu'on fait tout pour voir vivre, quoi. Donc, réconcilier notamment la jeunesse qui n'est pas désengagée, c'était aussi d'autres promotions. En tout cas, lié à votre étude, vous pensez que ça peut être aussi à travers des mécanismes, indépendamment du vote obligatoire, mais un nouveau langage, ou en tout cas reconnecter les élites ou la politique avec une jeunesse qui n'est pas désengagée, qui n'est pas désespérée de politique? Alors, la jeunesse n'est pas désengagée, les Français dans l'absolu ne sont pas désengagés en fait. C'est ça, ouais. C'est d'autres formes. Le quinquennat d'ailleurs est assez éclairant de ce point de vue. On a eu d'un côté des taux d'abstention records, notamment dernières régionales et départementales, et en même temps une vivacité quand même dans des mouvements de mobilisation comme les Gilets jaunes ou plus récemment même les mouvements anti-pass, anti-vax, donc qui montrent quand même qu'il y a une énergie vitale. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui une déconnexion entre l'engagement et la politique au sens traditionnel du terme, dont le vote est un peu l'acmé. D'ailleurs, c'est dans l'étude qui nourrit le livre, il y a un chiffre qui est assez frappant, c'est quand on demande aux gens, quand je vous dis engagement, vous pensez à quoi? Il n'y a que 3% qui citent spontanément la politique. Donc il y a un problème de... Et là où je rejoins Tatiana, c'est que moi je ne suis pas non plus très favorable au vote obligatoire, parce que je pense que ça déresponsabilise à la fois les citoyens, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, et notamment chez les jeunes, à considérer que voter n'est pas un devoir, mais que c'est un droit dont on peut user un peu comme on veut. Et ça déresponsabiliserait aussi les politiques qui, à mon sens, sont les plus gros responsables aujourd'hui de cette coupure, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est rendre plus désirable effectivement la démocratie, l'envie de voter. Alors, je ne sais pas comment on fait concrètement. Je pense qu'il faut jeter des ponts et des passerelles davantage, être plus à l'écoute de la société civile, plus à l'écoute des associations. J'ai pas franchement. Alors peut-être qu'il faut imaginer plutôt un système de votation comme en Suisse, où on consulte les gens plus souvent sur des sujets qui leur parlent plus, qui sont plus issus de leur quotidien. Mais rendre le vote obligatoire, non. Le vote blanc, on voit dans les enquêtes sur la participation, Frédéric en parlait de ce qu'on peut mesurer dans les enquêtes d'opinion, on voit que c'est vraiment un levier très puissant, notamment chez les abstentionnistes. Ils sont assez, pour eux, c'est ce qui arrive en tête comme moyen efficace pour les faire revenir vers les urnes, pouvoir exprimer, parce que souvent c'est effectivement une offre politique qui est jugée insatisfaisante, donc c'est pouvoir dire je vais voter, je l'exprime que je ne suis pas content de cette offre par le vote blanc. Donc il y a toute une série de choses effectivement à imaginer, et on a, sans complètement refondre notre démocratie, nos institutions, on pourrait à minima mettre un petit vernis de polish comme il y avait écrit dans votre conducteur, et à minima essayer de redonner un petit peu d'envie de part et d'autre pour recréer du lien et combler ce hiatus entre... Ouais, moi aujourd'hui c'est pas du tout dans l'intérêt de ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir, c'est pas du tout dans leur intérêt de faire plus de participation citoyenne non plus, parce que dans tous les cas, eux, leur électorat est déjà mobilisé. Donc quel serait l'intérêt d'aller chercher des abstentionnistes qui de toute façon ne voteront pas pour eux? Je pense que c'est je suis pas sûre que ce soit ça Alors peut-être que je suis naïve. J'ose espérer qu'ils n'ont pas cette grille de lecture-là. Leur intérêt, c'est de faire vivre la démocratie, qui sinon être moribonde. Si vous avez d'un côté des institutions, des élus qui sont élus par de moins en moins de gens, donc de moins en moins représentatifs, et de l'autre Ils s'en foutent. On l'a bien vu avec les départementales et régionales. Enfin, quand on a dans certains cas 80%. Ils me le désirent. Oui, mais ça les empêche pas. Enfin, ils vont. Ouais, c'est ça. À aucun moment ils vont remettre en cause leur légitimité en disant. Bon, ok, il n'y a que 20% de l'électorat qui a voté. Sur ces 20%, il y en a 13 qui ont voté pour moi, donc c'est moi l'élu. Enfin, ils vont quand même accepter le pouvoir, alors qu'il y a du coup 87% des gens qui n'ont pas voté pour eux, qui n'ont pas voté tout court aussi en partie. Enfin, dans certaines régions, en 2021, c'est exactement ce qui s'est passé. 80% d'abstention dans certaines tranches dans le Nord, c'était énorme. Et pourtant, élection valable quand même. Enfin, donc c'est pour ça que moi je ne suis pas sûre que le fait de voir les taux d'abstention monter va les faire réagir.
Tant que le système valide ça et qu'il n'y a pas de quorum, si par exemple, si on passe la barre des 30% d'abstention à l'élection présidentielle, ce qui n'a jamais été le cas, je pense quand même que là, c'est un signal très très fort. Hein. L'élection présidentielle, c'est la clé de voûte des institutions. Ouais. Ce serait quand même spectaculaire. Mais qu'est-ce qui se passerait derrière ? Il y a évidemment des évolutions d'ordre institutionnel à prendre. On le voit bien. Et puis, tout simplement, dans l'exercice du pouvoir. Nous sommes là dans la période la plus longue de l'histoire de la Ve République sans référendum. Il n'y a pas eu de référendum au cours des sous les mandats des 3 derniers présidents. On comprend, enfin, on sait pourquoi, hein, le dernier référendum, c'est mal fini. Mais la Ve République, c'est le référendum. C'est l'élection présidentielle et c'est le référendum. Déjà, on ne marche que sur une seule jambe. Ça peut, vous voyez, quand on commence à avoir peur du peuple et à donner la parole au peuple, ça pose une difficulté. Voilà. Alors, il y a toute une série de candidats qui ont fait des propositions pour améliorer tout ça. On verra comment ça se traduit concrètement ou pas. Moi, franchement, je suis assez dubitative là-dessus. Je ne suis pas sûre que ça change quelque chose parce que si dans tous les cas, ça conforte une réélection, par exemple, du président, même avec 30% d'abstention, il n'y aura aucun problème. Derrière, il va confirmer ça avec l'Assemblée nationale et ce sera... juridiquement, il n'y a pas de problème, effectivement. Mais politiquement, c'est quand même une vraie difficulté d'être élu par une base électorale qui est faible, dans des conditions particulières. Ouais, mais ce ne sera pas le cas. On aura une grande mobilisation. Critique animateur. Non, mais en tout cas, pour quand même avoir quelques contacts, notamment tu parlais des départements, parce que c'est une situation qu'ils subissent plus qu'ils ne la désirent. Et par contre, ils n'ont pas le début d'un commencement d'une clé du fonctionnement. Et là, tu prends l'exemple des départements, parce que pour moi, c'est assez criant. Faire connaître qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Le fossé est tellement immense. Alors du coup, la participation citoyenne, on en est très content, apparaît comme une solution ou une passerelle, au point même des fois que pour nous, c'est même un peu tôt. Enfin, je suis très intéressé de voir ça, notamment toute l'histoire des sondages, parce qu'on voit que nous, l'histoire de la participation citoyenne est beaucoup plus récente, mais on a un peu l'impression que ça passe par les mêmes canaux. À un moment, ça apparaît comme quelque chose de bien et de rigoureux, le lendemain, c'est aussi vite instrumentalisé, etc., mais qu'il y a des passerelles. Je trouve que c'est un peu là-dessus aussi. Ce sera ma dernière question, je voudrais bien vous entendre, Frédéric, parce qu'au bout de ces 200 pages, on arrive sur, quasiment au moment de la conclusion, sur les solutions possibles. Et en tout cas, cette idée un peu de potentiellement d'être un peu un carrefour entre une politique soit beaucoup plus verticalisée, soit au contraire plus horizontalisée, mais à ce moment-là, en y allant franchement et gaiement. Je ne sais pas si c'est un peu ce que tu dis aussi, mais je ne me souvenais pas de cette statistique sur le retour au référendum, mais en tout cas, on est à un moment un peu clé là-dessus. On voit bien qu'il y a deux conceptions, elles s'opposent. On a certains qui appellent un retour aux origines de la Ve République, avec une conception extrêmement verticale, jupitérienne, diraient certains, un pouvoir qui décide seul. Voilà. Et pour avoir une efficacité de transformation supérieure, en tout cas c'est présenté comme ça, et puis de l'autre côté, à l'extrême inverse, on a l'attente d'une politique beaucoup plus horizontale, avec davantage d'associations, de participation. Et d'ailleurs, ça peut être les mêmes candidats qui, à tour de rôle, prônent l'une ou l'autre. Et comme toujours, sans doute que la vérité est entre les deux, qu'il va falloir parvenir à combiner les deux et à inventer de nouvelles formes de démocratie pour faire vivre cette démocratie d'opinion autrement que dans la rue ou dans des mobilisations ou tous les 5 ans, mais tout en gardant quand même l'efficacité de la politique au service de la transformation de la société. Voilà, ça c'est un défi des politiques et pas des sondeurs, heureusement. Mais ce que vous disiez dans l'ouvrage, c'est que toute tentative un peu d'introduire une voie un peu différente dans la manière de faire de la politique a été compliquée, qu'au début, certains médias ont mis 30 ans avant de publier les premiers sondages parce qu'ils considéraient que c'était antidémocratique. Oui, mais on voit bien qu'il y a quand même des paliers qui ont été franchis depuis cette époque. Et voilà, les choses avancent sur des rythmes plus ou moins rapides. Comme tout dans la vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ceux qui étaient dans un chat pas bienveillant ce soir, mais on espère qu'il viendra se redynamiser et se refaire la cerise la prochaine fois. On espère qu'il va voter dimanche. Voilà, premier message. On est là dimanche et puis nous on vous suit jusqu'à vendredi soir 23h59 et après vous êtes bâillonnés. Vous avez le droit de revenir dans l'entre-deux tours. Oui, volontiers.
Très bien. Et donc, publiquement, les sondages, c'est aussi entre, Oui. Ah oui. entre vendredi minuit. Et dimanche 20h. Dimanche 20h, et après jusqu'au vendredi minuit. Et on vous retrouvera pour ces éléments. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à vous. Bonjour, et on espère que vous avez donné quelques éclairages sur comment sont faits les sondages, à quoi ils servent. Et ça vous a aussi surtout donné envie de voter. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Be you. Be proud of you, because you can do what we want to do. Je sens mieux que je ne l'ai jamais senti battre dans cette campagne le cœur de la France, et mon cœur bat avec ce cœur qui bat. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Be you. Be proud of you, because you can do what we want to do. Je sens mieux que je ne l'ai jamais senti battre dans cette campagne le cœur de la France, et mon cœur bat avec ce cœur qui bat. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant.